mais ça fait partie du chemin. Tu vois, il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas été en capacité de le dire, Oh. mais ça fait partie aussi d'être authentique. Et je rebondis là-dessus justement parce qu'un manager aujourd'hui qui fonctionne bien avec ses équipes, c'est quelqu'un qui est authentique, qui sait être vulnérable, qui sait aussi avouer ses échecs ou ses défauts, ses parts d'ombre, pour pouvoir justement mieux révéler sa lumière. Stéphanie, salut. Salut. Salut C'est Cédric. vraiment un plaisir de t'accueillir. C'est un duo de Cédric qui t'accueille. Cédric Nous Tous Pro, Cédric Izimara. Ça va mon Cédric? Toujours là, Ouais. toujours présent et toujours super heureux d'être là. Ouais, ça fait très très plaisir là d'attaquer cet épisode numéro 2 de cette saison numéro 2 Abracadabra. Stéphanie Julet, on t'accueille, tu es conférencière et coach. Tu as écrit un livre qui s'appelle, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais qui s'arrête Le secret est à l'intérieur. Très bien. Et tu as un parcours pro aussi dans les RH. Et je le disais juste avant qu'on démarre ce rendez-vous, ça m'intéresse particulièrement. Donc, dans des grosses structures, en tant qu'indépendante et aussi en tant que DRH de transition. Ça va, Et salarié. Et salarié, ok, Ouais. très bien. Oui, en mode salarié, mais dans les grosses structures à ce moment-là, quoi. C'est ça. Ok. Donc voilà un petit peu le contexte, le tien, très 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 résumé. J'ai vraiment, je le confesse, j'ai galéré à résumer ton parcours, parce que si on va sur ton LinkedIn, tu sais, et qu'on te fait dérouler la liste des expériences, on se dit, ok, comment je vais résumer ça? Ouais, c'est tout le challenge que je Ouais. rencontre quand je dois faire un pitch, tu vois. Ouais, en vrai, ouais. Parce que c'est bien de faire plein de choses, et en tout cas moi ça me nourrit, Mm. mais de le résumer et de le faire comprendre de manière simple à quelqu'un en face pour qu'il comprenne vraiment bien ce qu'on fait, c'est challenge, c'est pas évident. Je connais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai vécu ce challenge, voilà. Ça a donné ce que vous venez d'entendre à l'instant. J'espère que ça allait. C'est nickel. Et du coup, première partie de cette émission, pour entrer dans le vif du sujet, c'est notre principe cette saison. On va ronger un os, on va décortiquer un sujet que tu portes. Et là, pour le coup, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'amour et d'amour dans le management. Je dis une fois n'est pas coutume, puisque c'était le sujet aussi de notre premier épisode, même si le prisme était différent, donc avec notre invité Eric Wolf, qu'on salue au passage. Et donc, du coup, j'avais envie de parce que c'est ce fameux amour, j'avais commencé pareil, l'émission numéro 1, c'est un peu un gros mot, tu peux te dire, tiens, waouh, je balance le mot amour, alors qu'on est dans le contexte de l'entreprise. Et j'ai envie de te poser cette question pour démarrer. Est-ce que tu as eu cette approche-là parce que tu as constaté les limites, peut-être, d'un management traditionnel? Donc, avant d'aller dans ce que c'est l'amour dans le management, est-ce que tu as constaté des limites dans le management traditionnel? Ah, tu attaques bien, direct. Ok, ouais, on est... Ouais, en fait, c'est parce que je l'ai traversé. Je l'ai Ok. vécu en tant que moi, manager. Alors aujourd'hui, avec du recul et 10 ans de plus, voire 15 ans de plus, je dirais toxique. Ok. J'ai été moi-même toxique, mais j'ai Wow. subi aussi un management toxique de la part de Men+1. Et je m'en rendais pas compte. C'est parce que je l'ai vécu, j'ai traversé ces moments-là, que je me suis retrouvée mais complètement au bout du rouleau à un moment donné, au fond du gouffre. Et c'est par le chemin initiatique que j'ai mis en place, les choses que j'ai apprises, les actions que j'ai mis en place, que je me suis reconstruite. Et maintenant, avec tout ce recul-là, je peux dire que ouais, c'est l'amour qui m'a aidé à traverser ça, à rebondir. Ouais. C'est chaud quand même de dire, d'oser dire, pour démarrer cet échange, j'étais moi-même dans une posture manager toxique. C'est la vérité. Ouais. Bravo. Et, Non, mais je trouve ça très, très chouette. Je sais que c'est ton histoire, tu me l'avais déjà évoqué, mais je trouve ça chouette d'oser, parce que je pense qu'on peut être tous fragiles, toxiques à certains égards. Je l'ai été aussi. Hein. Tu l'as été aussi? Oh, ouais. Sur mon équipe, dans l'expérience précédente, je pense que j'ai eu des mouvements, mais du coup, ça m'interroge. Je ne sais pas si tu partais sur cette question, mais je sais c'est quoi un manager ou un management toxique pour savoir si moi j'y ai été. Parce que quand je l'entends, je me dis peut-être qu'il y a eu des phases d'eux, mais qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Alors, je l'ai utilisé là, le mot toxique. J'aime pas trop parce que tu peux avoir un manager, alors toxique, parce qu'on a tous nos définitions, mais je vais te donner la mienne, qui convient très bien. Je vous donne un exemple. J'étais en management de transition, DRH, où je redressais un petit peu le niveau de management de l'entreprise. Ouais. En tout cas, j'étais là pour le transformer. Et j'ai rencontré des managers vieille école, avec des mots violents, des manières brutales, qui, moi, ne me plaisaient pas. Mais
ça plaisait à son équipe. Et c'était pas à moi de dire tu changes de management. Non, ça fonctionnait comme moi j'étais là pour lui mettre des limites. Attention, là, c'est du harcèlement, tu peux pas aller là-dessus. Mais par contre, ce que moi je qualifiais de toxique ne l'était absolument pas pour son entreprise, pour son équipe, pardon. Et l'équipe avait besoin d'un management cash, direct, cadré. En revanche, tu le mets avec d'autres personnes, ils vont se plaindre et puis la moitié sera en burn-out 3 jours après. Parce que c'est pour ça que j'aime pas non plus dire il y a des bons et des mauvais managers. On a un mode de management. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il est adapté à cette entreprise-là, aux valeurs que je porte, aux projets que je porte et surtout à l'équipe qu'il y a autour de moi? J'adore parce que je trouve que parce que bien sûr il y a le truc le légal, hein, harcèlement et compagnie, que c'est pas le sujet, quoi, bien sûr. Ouais. Mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que des fois on utilise trop des termes. C'est dès qu'il y a un truc, il y a un problème, il y a un gars qui dépasse peut-être un peu les limites, c'est toxique. Tu vois, tout de suite ce gros mot, cette étiquette, ouais, que tu colles. Ouais. Et je trouve c'est intéressant que tu dises attention, parce qu'il y a certains trucs qui peuvent fonctionner et qui sont acceptés, Exactement. Qui sont même bien dans certains contextes, mais dans d'autres, c'est pas le cas. Et je vais te donner, là, je vais mettre directement un pavé dans la mare. Ouais. La bienveillance, c'est toxique aussi pour moi. Okay. Un management trop bienveillant, c'est toxique. Parce Qu'est-ce que tu entends par trop bienveillant? Trop bienveillant, alors pas dans le sens de la définition bienveiller, c'est-à-dire faire grandir l'autre. Ça, c'est la définition du dictionnaire qui est la mienne. Mais quand tu entends le management bienveillant, gentil, qui est beaucoup utilisé. Pardon ? Bisounours. Bisounours, ouais. Oh, tu dis pas quand il y a un problème, dire, quoi. Ah, c'est chouette ce que tu as fait, c'est bien, je te félicite. Waouh, mais t'es extraordinaire, t'es super utile dans l'entreprise. Oui, il faut le dire. Mais c'est pas ça qui va faire grandir la personne, donc c'est pas bienveillant, c'est gentil. Et si t'es trop gentil, mais que tu ne donnes pas de clé d'amélioration à ton collaborateur, bah pour moi, alors toxique c'est peut-être trop fort, mais t'es pas non plus un bon manager. Parce que, encore une fois, dans ma définition du manager, tu es là pour faire grandir ton équipe. Et donc, tu n'es pas bienveillant. Tu manques une partie de ton utilité de ton poste, en fait. Ouais. Mais encore une fois, c'est ma définition et chaque manager a la sienne, chaque entreprise a la sienne. Ok, trop bien. Je vois que Cédric n'arrête pas de prendre des notes. non, parce que je veux pas rater les perles. Les perles, non, mais notamment dans ce mouvement de balancier, dans bienveillance. Je crois qu'on en avait parlé à un moment, mais c'est entre cette fermeté, entre le mouvement entre la violence, l'opposé, et le côté comment dire, bisounours, mais complaisance. Ah oui. Et c'est entre quel est le bon équilibre, ouais. voilà. Le bon équilibre qui est finalement peut-être la mission la plus difficile du manager, ou même de tout humain, c'est de trouver le juste équilibre. Parce que même dans nos interactions quotidiennes, sans être managé par quelqu'un, tu vas discuter avec ton conjoint, ton enfant, tes parents, tes amis, et trouver ce juste équilibre à chaque fois, qui varie d'une personne à l'autre, qui varie en fonction de ton énergie du moment aussi. Donc en fait, c'est un jeu subtil au quotidien. Trop bien. Et je me permets juste de revenir sur la toute première phrase que tu as dit tout à l'heure par rapport à, et je vous remercie par rapport à l'authenticité, le fait que je dise que j'étais moi-même manager toxique, mais ça fait partie du chemin. Tu vois, il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas été en capacité de le dire, mais ça fait partie aussi d'être authentique. Et je rebondis là-dessus justement parce qu'un manager aujourd'hui qui fonctionne bien avec ses équipes, c'est quelqu'un qui est authentique, qui sait être vulnérable, qui sait aussi avouer ses échecs ou ses défauts, ses parts d'ombre, pour pouvoir justement mieux révéler sa lumière. Ouais. Je suis obligé de rebondir. Alors là, c'était un peu... Cette émission va durer 3 heures, les amis. Non, mais j'ai juste envie de valoriser le fait que pour moi, quand tu l'as dit tout de suite, j'ai eu le même waouh intérieur que toi tu as exprimé. Et pour dire qu'en fait, c'est inspirant d'entendre quelqu'un dans ce que tu fais, qui est dans une position de leadership, de l'entendre et de dire voilà, avec ma vulnérabilité, voilà où j'ai été, voilà le chemin. Enfin, moi, je peux tout de suite, puisque j'accompagne ce type de parcours, voir directement le chemin qui a été fait pour pouvoir en être là devant plateau, devant caméra et de le dire. Et c'est pour ça que j'ai dit en fait je pense que j'aurais pas osé le dire, d'ailleurs j'ai pas osé l'émission précédente, de me dire en fait il y a peut-être des moments où j'ai moi aussi été dans un management toxique avec mon équipe à l'époque. Donc voilà, j'ai vraiment envie de te remercier pour ça parce que quelque part ça m'a permis de m'ouvrir tout de suite une partie de moi en disant en fait moi aussi. Ouais. C'est intéressant et ça rebondit sur ce qu'on entend
souvent, je crois, dans cette émission, le côté authenticité et faiblesse, expression de la faiblesse aussi du manager, vulnérabilité aussi. Et moi, je discutais avec une dirigeante, elle me disait « Ah, machin, ça s'est mal passé, cette réunion, etc. » Et j'ai dit une phrase toute bête que j'aurais pas dite si j'avais pas fait les émissions Abracadabra. Merci Abracadabra. Je lui ai dit « Mais est-ce que tu as exprimé ce que tu as vécu et ressenti à ton équipe ?» Et la réponse était non, parce qu'elle était dans sa posture de dirigeante. Et du coup, et en fait, je me suis dit, bah non, si ça se trouve, ils n'ont pas conscience de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit dans ce moment difficile, quoi. Donc merci, voilà, encore une fois, ça surabonde dans tout ça. L'amour, du coup, dans le management, donc l'innovation finalement, de l'amour dans le management. Et quand on préparait ce moment, sauf erreur, tu avais pas mal opposé la notion d'amour à la notion de peur. Je ne sais pas si c'est moi qui ai bien noté ça. Non, c'est juste. Comment tu vois la chose ? Comment je vois la chose ? 3 heures ne suffiront pas. Non, alors, effectivement, je parlais beaucoup. La notion d'amour, elle est venue avec mon métier de conférencière. C'est-à-dire que quand j'étais DRH, quand je fais mes missions de transition, je ne parle pas d'amour. Sinon, clairement, tout de suite, je vais avoir, je pense, peut-être 10 personnes devant ma porte qui vont toquer. Mais je ne parle pas de ce sujet-là. En revanche, quand je prépare mes conférences, je me rendais compte que je tournais toujours autour du pot. Je parlais de joie, d'enthousiasme, longtemps d'épanouissement. Parce que du plaisir au travail. Et l'épanouissement, c'est un mot qui fédère, tout le monde le comprend, tout le monde est à l'aise et il n'est pas trop clivant. Sauf que je sentais que j'étais pas, je tournais autour du pot et que je mettais un masque. Tu vois, on parlait d'authenticité. Je sentais qu'il y avait encore des petites failles ou des trucs qui m'empêchaient d'aller là où je voulais aller. Jusqu'au jour où j'ai suivi une masterclass et on a travaillé justement sur le message clé qu'on voulait donner et délivrer en conférence. Et là, c'est venu direct. Mais en fait, c'est de l'amour que je parle. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'évoquais avant, c'était des preuves d'amour. Tu vois, le partage, la bienveillance, l'enthousiasme, l'épanouissement, ce sont des manières d'y arriver. Et je me suis intéressée davantage à cette notion d'amour. Et je me suis rendu compte que c'était effectivement l'émotion la plus puissante avec la peur qui drivait nos décisions, qui drivait nos vies. Aujourd'hui, quand tu vas discuter avec quelqu'un, quand tu acceptes un projet, le fait de venir ici, c'est une décision qui est provoquée par une émotion profonde. Soit la peur, ah non, qu'est-ce qu'ils vont dire, j'ai peur de me planter, de dire des bêtises, de pas fédérer, ou alors, non, j'ai envie de partager mon sujet, j'ai envie de porter haut et fort cette voix de l'amour. Et donc ça, c'est un exemple concret qui montre que dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on est drivé par soit l'amour de soi, des autres, du sujet qu'on porte, soit la peur de l'autre, peur de soi, peur de ce que l'événement, la situation peut générer. Ouais. Forcément, le mot amour en entreprise, il fait bizarre. Mais c'est vrai que quand on y pense un instant, quand on oublie un peu le truc que ça fait bizarre, en vrai, l'idéal de chacun dans sa famille, c'est qu'il y a une atmosphère d'amour qui règne. L'idéal de chacun avec ses amis, c'est qu'il y ait une atmosphère d'amour qui règne, quelque chose de profond, de sincère, etc. C'est presque une évidence que avec nos collègues avec qui on partage tellement de choses, notre idéal, c'est aussi cette même atmosphère, quoi. Exactement. Ouais. Et les personnes qui opposent ou qui lancent des objections quand je parle d'amour en entreprise, je leur dis mais exactement ce que tu viens de dire, qu'est-ce que vous cherchez dans votre maison ? Vous cherchez de la joie, des partages, des sourires, du lien, et c'est de l'amour. Pourquoi vous n'oseriez pas, vous ne permetteriez pas à vos collaborateurs de ressentir ça dans votre entreprise, alors qu'on passe tous plus de 8 heures par jour, en moyenne 8 heures par jour en entreprise. Pourquoi est-ce que l'entreprise ne serait pas un endroit où pourrait régner ce type d'émotion ? C'est juste hallucinant. Là, il y a une chose qui me vient sur les peurs, puisque c'est un monde, déjà, dans lequel je me sens bien, et deux, que j'aime bien accompagner. Le premier aspect, et vu que tu es coach et que tu accompagnes aussi en individuel, mais en collectif aussi, des personnes, est-ce qu'il y a des clés que toi tu utilises pour que les personnes, parce que des fois, en fait, elles sont même pas conscientes qu'elles sont drivées par leur peur,
plus que par l'amour, qui est Mm. l'opposé. Et comment, déjà, est-ce qu'il y a des peurs spécifiques qui sont présentes dans le management, dans les entreprises, pour ne pas oser aimer? Comment en fait tu les accompagnes à visualiser ou prendre conscience de ces peurs? Parce qu'en fait, c'est la première étape pour que derrière, elles puissent avancer avec les peurs devant et pas derrière qui les drive, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a plein de questions dans ta question. Est-ce qu'il y a des peurs spécifiques que tu retrouves, tu Mm. vois, des choses un peu génériques qui sont un peu partout au niveau de l'amour dans l'entreprise? Et deux, est-ce que tu as des Comment outils ouais. pour les Alors, accompagner? la première réponse, oui, il y a des peurs quand même génériques que je retrouve très souvent. Il y a la peur de surface qu'on va te poser, j'ose pas prendre la parole, je suis pas à l'aise quand je fais ma réunion, blablabla. Quand tu creuses, notamment méthode des 5 pourquoi, hein, toi Mm. t'es coach, tu la connais, quand tu creuses un petit peu pour connaître quelle est la vraie peur qu'il y a derrière, 9 fois sur 10, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc on en revient à l'amour. Mm. On cherche tous, plus ou moins à des degrés différents, à être aimés. Mais Beaucoup. oui, non, mais c'est vrai. Je Mais veux bien beaucoup sûr. être aimé. Mais je t'aime, Cédric. Ah, merci. Oui. On est dans un monde, l'humain, c'est comme les animaux. On est des êtres sociaux. On est là pour être aimés, pour faire partie d'un clan. Donc, bien sûr qu'on cherche tous l'amour. La peur numéro 1 que j'observe dans les entreprises, c'est peur de ne pas être aimé Hmm. ou peur de ne pas être jugé. Ça revient un peu au même. Peur d'être jugé, pardon. Hmm. Ça revient à ne pas être aimé. La peur de l'échec, ça revient à ne pas être aimé comme je suis. Donc c'est principalement cette peur-là qui revient, et on en revient donc à l'amour, qui, quand on la décortique un petit peu, on se rend compte qu'elle nous mène à ça. Et comment est-ce qu'on peut aider une personne qui, 9 fois sur 10, n'en a pas conscience de cette peur, parce qu'elle fonctionne en mode automatique. Elle a toujours fonctionné comme ça, et elle ne sait même pas qu'il y a une peur derrière. Donc là, la phrase magique que tous les coachs connaissent, que j'utilisais aussi, c'était « si tu avais une baguette magique, comment est-ce que tu ferais ?» Depuis 2-3 ans, j'utilise une autre méthode qui fonctionne, mais alors 10 fois mieux. C'est qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça? Je reprends mon exemple. Si j'ai peur d'animer une réunion, et souvent les personnes, elles ont les mains moites, elles bégayent, elles ont peur des trous de mémoire. Bah, si tu as peur de ça, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qui t'empêche? Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui te freine là-dedans? Et donc, on va décortiquer les peurs, et elle va les nommer elle-même. Hmm. Alors, elle va pas dire « je veux pas être aimée ». Elle va donner des peurs de surface. Après, c'est mon job à moi de lui poser les questions pour qu'elle découvre elle-même sa véritable peur profonde qui l'empêche d'avancer. C'est trop bien, ça me fait penser à un humoriste que j'adore qui évoque cette situation. Tu sais, t'es en réunion et il dit je sais pas pourquoi, j'ai tellement peur de prendre la parole, alors ce qu'il s'agit de dire, c'est mon prénom et mon nom. Et ça, je le connais. Bah oui, mais c'est ça. Et c'est trop Les rigolo. personnes Ouais. qui perdent totalement... Et qui ont peur. elles peur de tout. Ouais, de la prise de parole. Elles savent même plus comment elles s'appellent. Ouais. Ça existe. Ouais, je vois. Ok, c'est trop rigolo. Trop cool. J'aurais pu aller sur une peur profonde parce que C'est vrai. Vas-y. j'ai mis le doigt récemment sur. J'ai un enjeu, moi, avec. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais avec le tabac. Ah. Et donc, en fait, on creuse. Et au final, je dis, en fait, j'ai du mal à m'aimer. J'ai besoin d'être amour. Je veux être amour. Et j'en ai envie. J'ai envie d'aimer, de m'aimer et d'aimer. Et j'en ai à la fois peur. On creuse les questions par différents outils. Je tombe sur une peur profonde. Donc, la peur de décevoir, notamment. Une fois qu'on arrive au cœur, alors il y en a d'autres, hein, mais par exemple celle-ci, on arrive au cœur d'une peur qui m'empêche de m'aimer, moi, et d'aimer et d'être aimé. À quel endroit, comment après, à partir de cette identification, quelle est l'étape suivante en fait? Mon Parce chemine, que, quoi. ouais, comment on chemine là-dedans? Ouais, alors là, il y a plein de réponses, parce qu'il y a autant de réponses que de personnes et de situations. Et je vais te donner celle que moi je traverse. Et il y en a plein d'autres théoriques. Une fois que tu ouvres ça, tu mets le doigt sur un point qui va t'emmener à autre chose. Moi, je fais beaucoup de psychogénéalogie, par exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui ne nous appartiennent pas. Et donc, moi, dans mon parcours, j'ai fait des constellations familiales, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui s'était passé dans mes lignées pour comprendre, et je me suis aperçue que souvent la même peur arrivait. Elle était présente dans toute ma lignée de femmes, comme par hasard, et que c'était à moi de la porter et de la transformer. Donc là, j'en ai mis conscience, j'en ai mis un enjeu, une mission,
Après, il y a aussi le sujet de, tu parlais de t'aimer toi, de s'aimer avec ses parts d'ombre, d'apprendre, et je trouve que c'est beau. En fait, c'est extraordinaire d'apprendre à s'aimer avec nos parts d'ombre, et c'est hyper difficile. Parce qu'on les voit, on focus là-dessus, on se dit punaise, ouais, mais si j'étais mieux ou différent. Non, c'est ça l'amour de soi. C'est de s'aimer, ok, aujourd'hui, c'est ton challenge, le tabac. Mais demain, quand tu l'auras traversé, tu t'aimeras encore plus parce que tu auras trouvé comment grandir grâce à ça. Et après, alors oui, il y a après, il y a toute la théorie qu'on connaît, qu'on trouve sur Internet, c'est trouve des nouvelles habitudes. Des stratégies, quoi. Passe à l'action pour te permettre d'avancer. Mais pour l'avoir fait, même si tu passes à l'action, même si tu fais plein de trucs, tant que tu t'es pas connecté avec cette blessure, cette profonde douleur, et que tu n'as pas appris à vivre avec. En fait, moi, je trouve que c'est ça. Aujourd'hui, je me sens vachement bien, vachement mieux, parce que je connais mes parts d'ombre et j'essaye plus de les mettre en lumière. J'essaye de vivre avec. C'est ce que j'ai pu constater quand tu rentres dans l'émission en disant j'ai été ça. Et en fait, moi, j'ai vu le signal que tu es dans la compassion, la douceur et l'amour de toi, de qui tu as pu être à un moment. Et forcément drivé par une part d'ombre. Mais merci en tout cas. J'adore. Concrètement, si on veut un peu plonger dans la pratico-pratique de ton activité pro, donc imaginons on est dirigeant d'entreprise et on te recrute pour un coaching, pour un accompagnement, justement pour peut-être faire émerger cette valeur, plus d'amour dans notre management au sein de notre entreprise. Cédric & Co. Cédric et Cédric. Cédric au carré. C'est ça. Est-ce que, et ça m'intéresse de savoir, juste sans rentrer dans les détails bien sûr, mais comment ça se passe quand tu te retrouves dans ce cas de figure, quoi. Alors, en général, c'est toujours du bouche à oreille. Ok. Ou c'est des personnes que j'ai rencontrées dans des réseaux. C'est assez rare, ça m'arrive 1 ou 2 fois dans l'année, d'avoir quelqu'un que je ne connais pas en face de moi. Ok. Si ça arrive, moi, la première question que je vais lui demander, c'est pourquoi vous faites appel à moi ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai vu votre site internet, j'ai vu un post LinkedIn, on m'a parlé de vous, j'ai vu une vidéo sur YouTube, ça m'a impacté. Souvent, mes vidéos sur YouTube permettent aussi ces rencontres-là. Et là, je vais leur demander, c'est quoi votre enjeu aujourd'hui ? C'est quoi votre challenge ? Alors, bien sûr, c'est RH, puisque sinon, ils ne viendraient pas m'appeler moi, ce serait un comptable ou autre chose, mais donc c'est RH. Quel est le caillou dans la chaussure que vous avez aujourd'hui ? Et là, en fait, je lui demande de se livrer, de me partager un petit peu son quotidien. Et en fonction de ça, c'est là où le multicasquette il est intéressant. C'est que si je vois qu'il y a une carence en RH, par exemple, ça m'est déjà arrivé, le DRH part en burn-out, là, je fais une mission de transition, 6 mois, 8 mois, et on travaille ensemble sur comment redresser la culture d'entreprise sur ce délai-là. Si c'est lui qui a besoin de coaching, j'accompagne des dirigeants sur leur stratégie, prendre du recul, sortir un petit peu la tête de l'eau, et ça leur fait un bien fou. Et ils se rendent compte qu'effectivement, le fait d'être coaché, de poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, parce que ton codir, il ne va pas te poser des questions gênantes, ou rarement. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui te challenge en face, il va vite voir les bénéfices, ça va le faire grandir lui, ça va faire grandir tout son écosystème, parce qu'une entreprise est un système. Et après, comme ça, je rentre, par rapport à mon livre, quelqu'un a lu mon livre, une directrice commerciale une fois a lu mon livre, je suis rentrée dans le codir comme ça, par du coaching de codir. Et comité de direction, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et après, effectivement, ou des fois, c'est des conférences. Ça dépend de l'impact que veut avoir le dirigeant. Si c'est ponctuel, si c'est donner un petit élan, ça va être une conférence. Il va me dire, écoute, là, je les sens un peu mous, c'est la rentrée ou c'est le mois de janvier avec les vœux. Vas-y, lance-moi une conférence punchy pour vraiment le coup d'envoi. Le coaching, ça va être de la transformation culturelle collective ou individuelle. Et puis après, tu as les missions de DRH, de conseil, de transition, où là, ça va être du long terme, de l'accompagnement sur les fondamentaux de l'entreprise, les bases. Ok. Et comment ça réagit les équipes lorsqu'ils apprennent que leur dirigeant se fait coacher par quelqu'un qui met l'amour, la notion d'amour dans le management comme quelque chose de clé d'une réussite? Comment les gens réagissent à ça? Alors souvent, les gens ne le savent pas. Okay. Parce que le coaching, c'est très... tu abonderas dans ce sens ou pas. C'est très confidentiel. Surtout un dirigeant
il va pas le crier sur tous les toits. Là, j'ai commencé un coaching de dirigeant. Il m'a dit, écoutez, Stéphanie, ça vous dérange pas? Je vais pas le dire tout de suite. Je dis, non, pourquoi? Il me dit, parce que, et j'ai trouvé la réponse, mais elle colle très bien à ta question. Il me dit, parce que je veux pas qu'on me demande pourquoi, qu'on me demande comment dans 6 mois. Et ça résume exactement ça. Okay. Le but du jeu, c'est pas de dire je me fais coacher. Non, le but du jeu, c'est de voir concrètement les résultats que tu obtiens sur le terrain avec les autres directeurs et que dans 6 mois, les autres directeurs ou les autres salariés de l'entreprise disent patron, t'as fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a eu un changement. Et là, je me suis fait accompagner par Stéphanie. Et en fait, le sujet de l'amour vient pas. Parce que quand tu ouvres mon site internet, alors oui, c'est écrit sur une page, mais il n'y a pas des cœurs, des bisounours, des bisous partout. C'est pas, je le crie pas haut et fort. Là, j'en parle parce qu'on est sur un lieu, un espace qui me permet de le parler et d'évoquer ce sujet. Mais quand je viens en entreprise, je dis pas salut, je suis Madame Amour. J'en parle pas. Okay. Mais est-ce que l'amour peut être réellement performance, efficacité et résultat? Alors oui, clairement. Et j'ai des preuves à l'appui parce que quand je fais ce constat depuis 4-5 ans, j'appelais pas ça amour à l'époque, mais changement culturel de management, de l'exemplarité, du partage, de la communication, de la bienveillance, de l'empathie. Toutes ces qualités ou ces preuves d'amour que je vais mettre dans ce réceptacle qu'est l'amour, ça m'a démontré dans plusieurs grandes entreprises que oui, ça fonctionne. Tu peux être performant et tu peux le faire avec bienveillance, avec gentillesse. Et je te donnais l'exemple au téléphone la dernière fois. J'ai été amenée à licencier une personne que je ne voulais pas licencier. On avait une crise dans l'entreprise. On devait licencier. On avait fait une croissance externe, une crise ensuite. On avait 2 personnes sur un même poste. Il ne faut pas faire 15 000 calculs, il faut en virer un. Et le choix a été fait de virer la personne qui était là depuis 35 ans, qui était loyale, qui était toujours à l'heure, qui était exemplaire dans ses attitudes. Pour moi, c'était un crève-cœur de me séparer d'une personne qui, en plus, véhicule les valeurs que moi je prône, qu'on prônait avec le comité de direction. En revanche, cette personne n'était pas efficace, elle était pas productive. Et elle refusait de se former, donc elle ne maîtrisait pas les nouvelles technologies, les nouvelles techniques pour être meilleure. Et donc, le choix s'est porté sur lui. J'ai fait son entretien de licenciement. Ça a été dur. Bien sûr, ça a été dur pour lui et pour moi. J'étais pas super à l'aise. Aller dire à quelqu'un qui était là pendant 35 ans, demain, on n'a plus besoin de toi, c'est dur de dire ça. Par contre, là où l'amour va prendre toute sa puissance, c'est de lui dire, voilà pourquoi on a fait ce choix. On était obligé parce que l'IA va transformer ton métier. Et si toi, tu refuses d'aller en formation et de te mettre à jour là-dessus, malheureusement, ça ne fonctionne pas. L'autre personne, elle était déjà à jour. Mais par contre, on va t'accompagner. Donc, cette personne-là, on l'a accompagnée, on lui a offert un outplacement, du coaching. Et en plus, c'est allé même plus loin. À la fin de l'entretien, cette personne-là, elle m'en voulait, ce qui est logique. Elle m'en voulait, elle s'est mise en arrêt. Logique. Et ça, il faut le respecter aussi. Parce que j'entends beaucoup de managers qui disent « Oui, si on fait pas ce qu'il veut, il se met en arrêt. » Oui, il faut aussi entendre le message qu'il y a derrière. La personne, elle était en colère, elle était triste. Ok, mets-toi en arrêt 15 jours. Elle a commencé un suivi psy. Très bien, moi je salue. Et quand elle est revenue, j'ai dit, est-ce qu'on peut rediscuter? Est-ce que tu es en capacité de m'écouter? Et là, la personne, oui, elle était en capacité parce qu'elle avait un peu mis ça de côté. Et là, je lui ai dit, écoute, on ouvre un poste. Un poste qui pourrait convenir par rapport à tes compétences, à ta personnalité, par rapport à l'équipe qui est déjà en place. Est-ce que ça te plairait? Et effectivement, elle a remis 2-3 semaines à se décider parce qu'elle avait peur qu'il y avait un loup. Et aujourd'hui, cette personne s'épanouit 10 fois plus que dans son poste précédent. Mais parce que, tu vois, d'une situation difficile, si tu te mets à la place de l'autre, tu mets de l'amour, de l'empathie, tu es juste et tu essayes de comprendre l'autre, on a trouvé une solution et ça s'est bien passé. Au final, on n'a même pas eu besoin de l'outplacement et du coaching puisque, entre-temps, on a eu cette opportunité de créer un autre poste. Et donc, c'est performant pour répondre à ta question parce que on a gagné un poste en moins d'un point de vue comptable et la personne, elle s'épanouit, donc elle est plus productive, même si c'est pas ça l'objectif recherché au début, mais elle est plus productive dans son second poste.
Là, c'est un exemple que je vous donne, mais j'en ai vu plein d'autres en entreprise. Ouais, ok. Et ça connecte bien sûr avec aussi le message d'Eric Wolf, notre invité de l'émission numéro 1, qui vraiment connectait la bienveillance avec l'engagement et l'engagement avec des collaborateurs heureux avec la performance. Ouais, ça coule un peu de source. Ouais, moi je trouve que il faut pas dissocier les deux. Ouais. Et c'est souvent ce que j'observe dans certaines personnes que je rencontre qui me disent oui, il faut de la bienveillance, oui, il en faut, etc., et qui font que des formations. C'est bien d'en faire, mais tu ne peux pas déconnecter la performance. Une entreprise, c'est là pour créer du cash, pour faire du fric. Sinon, c'est une association. Et une entreprise, c'est un écosystème qui crée de la richesse. Elle est là pour donner de l'emploi. Si elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas innover, elle ne peut pas investir. Donc oui, il faut de la richesse, il faut de la performance, mais on peut le faire bien, on peut le faire avec de l'amour. Et c'est ça mon message. Je trouve ça trop bien. Et peut-être pour conclure ce moment, je trouve ça très intéressant avec ton exemple, ça illustre bien ça. L'amour, tu vois qu'il y a de l'amour, pas dans les moments où tout va bien. C'est pareil dans un couple, c'est pareil machin. C'est au moment où c'est moment de crise. C'est ça. Et c'est là que tu vois l'amour s'exprimer, parce que tu prends le moment de crise, tu le gères, quoi. T'es pas en fuite sur le moment de crise. Tu l'attrapes à bras le corps dans ton exemple, mais effectivement, tu essaies de l'attraper à bras le corps avec le plus d'humanité possible, quoi. Le plus d'humanité, le plus de bon sens et puis de justesse. Les deux, là je vous donne un cas. La personne, alors sur le coup, elle l'a mal pris, elle s'est mise en arrêt et c'était très bien pour elle. Mais on aurait pu très bien avoir une personne qui se mette en arrêt 1 an, 6 mois ou qui ne revienne pas. Donc il faut que les deux, dans l'amour c'est toujours 50-50, il faut que les deux soient prédisposés à avoir envie de faire la moitié du chemin. Et j'aime bien, j'ai montré ce schéma à ma fille justement hier pour lui expliquer une relation toxique et une relation saine. Dans la relation saine... Elle discute de ça à la maison. Ouais, on parle beaucoup d'amour. Elle a son premier petit copain, donc forcément elle a ses premiers challenges à expérimenter. Donc elle me demande de temps en temps un éclairage que je lui donne. Et l'éclairage que je lui ai donné hier, c'est voilà, t'as A, B, là t'as la relation. Et les deux doivent faire un pas vers le mi-chemin. Alors des fois, il y en a un qui fait 70%, l'autre 30%, et ça varie. Mais les deux font un premier pas. Et quand on est dans une relation toxique où tu en as un qui fait tout le chemin, mais ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que les deux sont importants dans cette relation d'amour en entreprise ou ailleurs d'ailleurs. Okay. Trop bien. Moment Smart Group pour poursuivre ce rendez-vous. Je ne sais pas si tu connais Smart Group. Un petit peu, j'en ai entendu parler, mais là, je ne l'ai pas encore expérimenté. Et donc, nous avons un représentant Smart Group avec nous, en personne de Cédric, et on salue au passage Bernard Maufra. Toujours bien une séquence qu'on dédie à ça dans cette émission Abracadabra, et bien sûr, on te fait réagir tout à l'heure. Okay. Du coup, en fait, Smart Group, c'est une méthodologie qu'on utilise beaucoup à Nous Tous Pro. Nous Tous Pro, c'est, pour le rappel, entreprendre le sens et les valeurs et accompagner les organisations et les entreprises, les individus, à réaliser cette incarnation de ce qu'on aspire à chercher dans l'immatériel. Et donc, cette petite technologie qui s'appelle Smart Group permet d'aller générer des ressources et basées sur tout un tas de sagesse, on va dire ancestrale, que l'on partage aux personnes. Ce qui m'est venu, et c'est le cœur en fait de ce processus-là, à la fois Nous Tous Pro et dans Smart Group, c'est l'aspect ternaire. Et donc, c'est magnifique cette transition, puisque tu as donné une anecdote et tu as fait le geste de deux individus qui s'aiment. Donc l'aspect ternaire en fait à Nous Tous Pro, c'est moi, l'autre ou les autres, en fonction si on a une équipe ou on peut être plusieurs, et le projet dans une dimension verticale. Généralement, la dimension verticale du projet de l'entreprise, de là où on aspire à aller, pour rappel, ce n'est pas du tout perché, puisqu'en France, on reconnaît une personne morale dans les entreprises, personnalité morale, et donc il y a bien quelque chose qui est impalpable, qui existe juridiquement, et donc c'est bien de cela dont on parle, qui est constitué d'un patrimoine matériel, d'un patrimoine immatériel, de sa culture, de ses valeurs, de son sens, de son intention, de sa raison d'être, et c'est bien cela qu'on travaille ici. Et donc du coup, le projet est au milieu des personnes, ou d'une relation à deux, par exemple, puisque là on parlait d'une relation à deux, donc
on a le point A et le point B, une relation d'amour, une relation toxique. Et pour nous, à nous tous pros, c'est le projet qui va venir jouer le médiateur, l'intervenant, le tiers, pour que on sorte d'un conflit je suis A contre B quand il y a une situation de crise, hein, tout simplement, entre un manager et son coéquipier ou sa coéquipière, peu importe. Il y a cette question de crise, de frottement. Et en fait, le tiers pour nous, en tout cas c'est celui qu'on va toujours invoquer systématiquement, c'est quel est le projet. Donc ça peut être un projet d'une entreprise, ça peut être, ça va être souvent là dans le cadre d'une entreprise, le projet, de quoi on est en train de parler. Est-ce que le projet c'est par exemple l'épanouissement du collaborateur, est-ce que c'est, ou des collaborateurs, parce qu'évidemment que le manager est aussi dans cette situation-là. Mais du coup, mon questionnement ici, dans ton exemple, par exemple, du licenciement, parce que ça m'est venu comme waouh, fort, c'est est-ce que le tiers dans la relation de je me sépare, est-ce que le choix a été l'amour de l'entreprise et du projet dans le choix initialement de malgré tout l'amour que je te porte de moi vers l'autre, donc cette dimension horizontale, il y a un choix qui s'est opéré au niveau de l'amour du projet et de l'entreprise pour que la décision soit on t'invite à trouver soit un autre poste, soit à quitter et à te licencier. Est-ce que ça s'est opéré dans la conscience, dans l'inconscient, je ne sais pas. Là, ce que j'évoque, comment tu perçois cette dimension verticale dans cet exemple très concret qu'on peut utiliser par exemple? Alors, j'ai un autre exemple que j'irai tout à l'heure qui me parle plus, du coup, dans la verticalité. Là, dans l'exemple du licenciement, moi, j'étais en transition et j'étais exécutante. Alors, DRH, mais exécutante dans le sens où il y avait un siège qui m'imposait cette décision-là. Donc, moi, j'avais zéro... tu sais, quand on parle du cercle, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je ne contrôle pas? Là, je ne contrôle pas. Donc, je subis la situation. Par contre, ce que je contrôle, c'est la manière dont je vais l'amener et toutes les solutions que je vais offrir à mon collaborateur. Ça, je le contrôle. Donc, si tu veux, la verticalité, je ne l'avais pas. En tout cas, j'ai pas mis de conscience dessus parce que c'était voilà la décision et tu fais ça. Point. Et c'est souvent d'ailleurs le souci qu'il y a dans les postes de DRH. Quand tu es dans ce niveau-là où tu n'es pas dans le headquarter ou le siège où tu ne décides pas, c'est là où il y a les conflits de valeurs. Bref, c'est un autre sujet. Mais est-ce que du coup la décision a été prise peut-être plus haut, hein, du coup, parce que j'entends qu'il y a cet aspect d'exécution d'une décision à appliquer, et c'est des fois douloureux parce que du coup on se retrouve en face de la personne dans cette horizontalité, mais est-ce que la décision a été prise de entre guillemets, l'amour du projet ou de l'entreprise en se disant, en fait, on a besoin, comme tu le dis, de valeurs financières pour investir, pour développer, pour embaucher, pour mieux accompagner peut-être aussi, ou pas. Et... Je sais pas. Je connais pas les actionnaires qui ont pris cette décision. Okay. Je sais qu'ils étaient cotés en bourse, donc ils ont un impact et des conséquences financières très très fortes, beaucoup plus fortes que dans mon prisme. Donc j'imagine qu'ils ont été drivés plus par la performance et pas trop par l'amour, les valeurs de l'entreprise. Non, c'est quand tu es au CAC 40, tu as des tableaux de bord à remplir, tu as des KPI à respecter, et si tu es dans le rouge, c'est pas bon. Et tu te fais taper sur les doigts. Donc eux, ils n'ont pas le même prisme. Et je peux comprendre dans ces sphères-là, l'amour, tu le fais passer en second plan parce que c'est, j'imagine, moi j'y étais pas, mais c'est pas leur, c'est pas leur c'est pas le driver. C'est pas leur driver, non. Mais est-ce que c'est pas compliqué du coup quand il manque cette dimension verticale? Potentiellement, hein, mais dans les grandes entreprises, généralement, il est plus compliqué d'avoir comme driver et ingrédient central du projet l'amour, d'intervenir pour toi qui est très sensible aussi à ces sujets-là. Et voilà, comment tu composes avec ça? Parce que je pense que tout un tas de personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont dans les RH, ou pas d'ailleurs, ou dans le management tout simplement, se disent ouais, mais en fait, moi j'aspire à ça, mais on me fait appliquer des décisions qui sont l'argent pour l'argent comme résultat et comme objectif et comme intention presque du projet, alors que en tout cas, moi, ce que j'aspire à vendre aux entreprises, c'est que c'est un moyen de développer le sens et les valeurs de l'entreprise. Du coup, comment tu composes et comment tu peux inviter peut-être des personnes qui te regardent là, qui sont dans une situation similaire, à peut-être plus incarner cet amour. Donc, tu en as dit une partie dans l'exemple que tu as donné, mais ouais, je me questionne sur ça. Alors, l'amour se diffuse.
se contamine. Et ça démarre par soi. Donc, si déjà, toi, tu es dans l'amour, tu vas contaminer ton équipe. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Contaminer positivement. Ouais, positivement, diffuser. Diffuser, si tu préfères. Répandre, diffuser. Voilà, un antivirus. Diffuser un antivirus. Et tu vas rayonner. Voilà, c'est peut-être le plus juste mot. Tu vas rayonner une énergie qui va forcément faire des petits à un moment donné. Mais on est bien d'accord que toi, tu contrôles que ton périmètre. Si tu es dans une entreprise capitaliste qui en a rien à faire de ses salariés, et il y en a, et c'est OK, bah pose-toi la question, est-ce que je suis à ma place? Et c'est pour ça que moi, je vois énormément de collègues DRH qui ne se sont pas bien dans leur job, parce que, j'en parlais tout à l'heure de ce conflit de valeurs, parce qu'elles sont exécutantes, elles sont pas forcément à la bonne place. Et c'est là aussi où j'invite les dirigeants à se poser cette question-là. C'est qu'est-ce qui fait performer votre boîte? Qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs ont envie de venir travailler le matin? Qu'est-ce que vous leur donnez en nourriture? Comment vous les faites grandir? Comment vous faites pour leur donner envie de venir vous voir le matin? Et là, on va progressivement, on va pas parler tout de suite d'amour, mais on va progressivement interroger le dirigeant. Et j'en connais certains qui étaient hyper productivité, efficacité, où c'est le driver numéro 1. Et encore une fois, je l'entends, c'est normal, mais qui tout doucement se sont arrondis. Ils ont dit, OK, ouais, je comprends que le salarié, il a besoin de se sentir bien. Et ça, c'est le rôle du coach. Et c'est là où le dirigeant, moi j'invite vraiment tous les dirigeants, tous les grands sportifs, ils se font coacher. Pourquoi les grands dirigeants ne se font pas coacher? C'est un truc de dingue. On a besoin, tous besoin d'avoir un regard extérieur. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous piquer. Parce que c'est pas le conjoint qui va le faire et c'est surtout pas les collègues qui vont le faire. On a besoin de quelqu'un qui vienne piquer. Sinon, on grandit pas. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Avec amour et impertinence. Et impertinence, souvent. Ouais, il faut. Et la bienveillance ou l'amour, c'est pas dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Je suis d'accord. C'est de le piquer pour le faire réagir. D'ailleurs, T'en prie. Juste par rapport à ça, vraiment très précisément, systématiquement, quand on a une demande à nous tous pros d'accompagnement d'une équipe, d'un collectif dans un mode smart group, qu'il soit de façon d'accompagnement ou de formation, on commence par accompagner le dirigeant ou le décideur ou le cadre manager, parce qu'en fait, sinon, si à ce niveau-là, il n'y a pas le travail qui est entrepris, je vois pas comment derrière il peut y avoir une transition. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Et donc là, je reviens à ta question initiale sur grandes entreprises. Oui, dans des grandes boîtes, c'est beaucoup plus compliqué parce que si tu as le patron qui porte pas ça, c'est difficile de descendre. Et pour autant, je connais un patron d'une très grosse boîte avec qui je travaille et qui, lui, il est dans l'amour. C'est un des premiers à qui j'en ai parlé. Est-ce qu'on a envie de citer le nom? T'es pas obligé. Ouais, je peux. Cela dit, si c'est un exemple inspirant, autant le mettre en avant. J'avais fait une interview avec lui, c'est Cryostar. Okay. Et c'est donc une très grosse boîte internationale. Et lui, quand je lui parle d'amour, il me dit, mais carrément, mais bien sûr qu'on est là-dedans. Il fait, mais le challenge, c'est de faire redescendre. Le ruissellement. Parce que tout le codir est dans l'amour. Je grossis le trait, je fais un raccourci. Mais après, le sujet, c'est va changer la mentalité des premiers niveaux de management qui, eux, sont là parce qu'ils ont grandi dans l'entreprise, qu'ils ont, ils ont un mode de management ancien, des fois. C'est ceux que je parlais tout à l'heure, ils sont hyper c'est dur, quoi. Cadrés, je te parle mal, mais parce qu'il faut que ça file droit, etc. C'est un mode de management. Et ceux-là, effectivement, il faut les accompagner. Et là, il faut être sur le terrain. Donc, en fait, de ce que j'ai pu expérimenter, ce qui fonctionne bien, c'est de diffuser, de rayonner à tous les niveaux de l'entreprise en même temps. Et c'est moi ce que je fais quand j'arrive en entreprise. Bien sûr, le dirigeant, le codir, mais aussi les strates en dessous. Parce que si tu le fais pas au même moment, tu perds un temps fou. Et le temps, c'est hyper précieux dans ces entreprises-là. Parce que si tu perds 6 mois, tu auras soit la direction qui va s'épuiser et qui va se dire, tu vois, ça marche pas. Soit les opérateurs, ceux qui sont dans la prod, alors informatique ou usine, dans ceux qui produisent, ils vont se dire, non, tu vois, t'as beau leur dire à eux, ils font rien. Donc ça va dans les deux cas, et c'est ce 50-50, c'est ce pas qu'il faut faire en même temps. Donc il faut le faire en même temps. Merci beaucoup. Trop bien. Une tradition aussi dans Abracadabra, c'est un petit peu découvrir le chemin
de la personne qu'on a en face de nous, hein, parce que souvent le chemin est clair. Voilà, il est clair aussi le pourquoi du comment. Aujourd'hui, tu portes les sujets que tu portes. Et alors, c'est toi qui m'as dit ça quand on préparait cet échange là dans notre petite visio, que tu avais le syndrome de la bonne élève. Oui, je t'ai dit ça. Ouais. Alors, on m'en raconte des trucs. Hein. Et du coup, je me suis demandé quelle c'était pour toi l'origine de ce comportement. Donc, syndrome de la bonne élève, je le précise juste, c'est pas positif quand tu le dis, au sens où tu voulais absolument performer et tu étais gentil, mais pas bienveillante, quoi. C'est ce que ça générait après, cette bonne élève qui arrivait en entreprise et qui voulait performer. Ouais, ça y est, je remets le contexte. Ouais, merci. Ça fait erreur, c'est ce que tu as dit. Non, oui, mais je l'avais dans un autre contexte et du coup, comme tu viens de préciser, je sais où le remettre. Ah, vas-y, mais sinon, balance-nous les contextes, hein, ça nous va bien. Les deux contextes, il y a le syndrome de la bonne élève qui est et qui va aussi de pair. Hein, c'est je veux à tout prix bien faire, montrer. On est plus dans l'apparence. Je veux montrer que je suis la bonne personne, je veux apprendre par cœur, je veux lever le doigt quand on pose une question et être la première de la classe en fait. Et pour plaire, pour être dans cette quête d'amour. D'amour aussi, ouais. Je veux être aimé, quoi. Je veux être aimé, on en revient toujours là. Et ça, je l'ai lâché. Mais quand, et là je fais lever le pont avec ton deuxième contexte, quand tu es dans le syndrome de la bonne élève, tu peux aussi être amené à faire des choses qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas en phase avec tes valeurs profondes. Et c'est ce que tu mentionnes, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu être tellement parfaite dans les résultats qu'on m'a demandé d'obtenir que j'en ai été amenée à faire une croix sur qui j'étais, sur quelles sont mes valeurs et qui je suis. Alors là où je mets une petite parenthèse et que je suis bienveillante envers moi-même sans jugement, c'est que j'avais 25 ans. À 25 ans, tu ne sais pas encore qui t'es. T'apprends avec la vie, avec les épreuves, les situations que la vie te met sur ton chemin. Aujourd'hui, je sais, et je saurai encore mieux dans 20 ans qui je suis, mais aujourd'hui, je sais davantage qui je suis qu'à 20 ans. Donc à 20 ans, moi, j'ai été mise dans un moule. J'ai regardé qui était autour de moi et j'ai fait comme eux. Et c'était des patrons qui avaient quarantaine, cinquantaine, soixantaine, costard-cravate, management à l'ancienne. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'arrivais en tailleur rouge les premiers jours. Hein. C'est mes collègues qui m'ont dit, putain, au début, on n'avait pas envie de te parler, quoi. Parce que je voulais incarner ce pouvoir, tu vois. Parce que je l'avais vu. Tu avais choisi le rouge pour ça? J'avais acheté un tailleur rouge. Okay. Je passais mes entretiens. À l'époque, j'étais déjà hyper connectée à la notion de couleur, à l'énergie que tu avais. Et donc, moi, je voulais clairement, c'était affiché. Je venais en rouge en entretien. C'était pour obtenir le poste. C'était pas pour discuter 1 heure avec quelqu'un. Et bon, alors, ça fait partie de mon énergie rouge que j'ai encore et le feu, etc. Ouais. Ça, je le gomme pas. Mais en travail de l'ombre, les 4 archétypes, un des archétypes, c'est le guerrier. Il y a la reine, la guerrière, la magicienne, l'amante. Et le rouge est pour la partie guerrière ou guerrier. Hein. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Et d'ailleurs, on en a besoin. En fait, cette énergie, c'est celle qui pose les limites, la partie de nous qui permet de faire avancer les choses, la partie de nous qui met en action, qui est dans ce feu et qui fait aussi que ça protège notre royaume. En même temps, donc on a toutes et tous besoin. Petit coucou à toutes celles et ceux qui rejettent cette partie, invitez-la parce que on en a vraiment besoin. On en a besoin et c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que tu vois aujourd'hui, c'est ce côté rouge guerrière qui m'a cramé. Aujourd'hui, il y a quelques années. Ah, tu valides? Ouais, ça m'a cramé. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu connectés? On a une résonance. En revanche, à 20 ans, si je n'avais pas eu autant de ce feu en moi, mais je ne serais pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est grâce à ce feu, cette puissance, j'ai toujours grandi dans des univers masculins. J'ai toujours eu des postes, mais de dingue, que je n'aurais jamais envisagé, jamais imaginé. J'ai bossé au MEDEF, j'étais une femme dans un milieu d'hommes, j'avais 25 ans. J'étais en face de juristes et c'est moi qu'on a choisi. Parce que j'avais ce feu, cette énergie, cette puissance que j'arrivais à transmettre. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais jamais été choisie. J'étais DRH d'un grand groupe d'Auditriche. J'étais la DRH du groupe. Si je n'avais pas eu ce feu, cette énergie lors de mon entretien d'embauche, et si je n'avais pas assumé qui j'étais, bah pareil, je n'aurais pas eu ce poste. En revanche, 15 ans plus tard, c'est ce qui m'a cramé. Parce que je n'ai pas su doser.
Donc, comme dans beaucoup de situations, j'ai expérimenté le feu explosif, ensuite l'eau stagnante. Ah, Et là, aujourd'hui, je trouve l'équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que ce que tu dis, de ne pas rejeter la partie de soi ou les parties de soi, c'est hyper important de les aimer, parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à trouver le juste équilibre et à finalement s'aimer en totalité. et ce feu, c'est un truc que tu avais dans le biberon où tu arrives à identifier Le le. biberon, c'est liquide. Ouais, ça devient des images de plus en plus bizarres. Non, mais c'est l'histoire de mon enfance, Ouais, clairement. ok. J'ai eu une enfance, alors pas facile, une belle enfance, que je la referais si elle était à refaire, mais elle n'était pas facile, dans le sens où j'ai été très très vite, j'ai dû très vite être autonome. À 6 ans, mes parents ont divorcé, c'était conflit familial, j'étais entre les deux. Super lourd à porter pour un enfant, à l'âge où tu as 12-13 ans, où tu commences quand je vois ma fille, collège, tu commences à avoir des copains. Moi, j'étais encore en train de gérer les guéguerres de mes parents, qui 10 ans après, n'avaient toujours pas eu cette maturité ou ces moyens de discuter. Donc, j'étais la monnaie d'échange. À 14-15 ans, c'était compliqué. J'étais seule à épauler ma mère qui avait un cancer. Donc, en fait, à 14 ans, moi, j'étais une femme déjà. Je gérais une baraque, je gérais les courses, je gérais ma mère qui était souffrante. J'avais pas de père qui était présent à ce moment-là. C'est OK, c'est comme ça. Mais si tu veux, j'avais pas une enfance facile. Donc, j'ai très vite porté des sujets qui n'étaient pas les miens de mon âge. Et ça m'a forgé. Et aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour ça. C'est pour ça que je ne renie pas mon enfance. Elle a été très belle. Et j'ai été aimée. Et grâce à cette enfance-là, j'ai développé j'allais dire une rage. C'est pas le bon mot aujourd'hui parce Une énergie, quoi. mais une énergie, un feu Mm. qui fait que toute ma vie, on m'a dit tu seras pas capable de mon père qui me disait des trucs qui n'étaient pas super sympas, qui me disait que j'arriverais jamais à faire ce que je voudrais de ma vie. Mes profs, en 6e, en 3e, en seconde, qui disaient à ma mère, écoutez, mettez-la quelque part, mais elle fera jamais rien de sa vie de bien, cette cette fille. On m'a toujours dit ça, j'ai toujours entendu ça. Et ça a été mon driver de dire, je ferai jamais rien de bien, ok. Je vais faire une classe prépa, je vais faire une école de commerce. Ah ok, vous avez dit que j'y arriverais pas. Je suis sortie avec mon bac avec mention. J'ai fait une école de commerce avec mention. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons et c'est ce qui m'a porté, clairement. Je souhaite intervenir sur le mot rage, parce que dans courage, il y a rage, c'est la rage du cœur. Et donc Ouais, c'est en lien avec l'amour et le sujet que tu portes et que tu exprimes aujourd'hui. Pour faire continuer le coucou à toutes celles et ceux qui ont peut-être un enjeu au niveau de la guerrière, parce que on associe la porte émotionnelle, ce qui nous permet de rentrer dans cet archétype du guerrier ou de la guerrière, c'est la colère saine. Donc et une des valeurs clés ou un trait de personnalité très fort de cet archétype que nous avons toutes et tous, encore une fois, c'est le courage, donc cette rage du cœur. Donc quand on est dans l'ombre, et donc on n'a pas travaillé, moi j'ai été à des endroits dans la rage et j'avais juste envie de foutre le feu partout et du C4. Mais une fois qu'on bascule dans la lumière, qu'on réintègre des parties de cet archétype, qu'on le met en lumière, cette colère est saine et nous dirige vers l'amour qu'on diffuse beaucoup plus puissamment dans les entreprises. Donc j'avais juste envie de dire que la rage est OK si elle est dans le courage. C'est un super éclairage, merci. Oh, c'est beau. Je sens que... j'ai des résonances même sur l'enfance. J'ai fait waouh, ok, j'avais pas capté ça par le passé, mais ouais, bon, bref. Ouais, c'est juste passionnant. Je vois le temps qui tourne et on a aussi une autre tradition dans cette émission parce que je sens qu'on pourrait creuser longuement sur... On pourrait aller sur ces fameux 3 heures. Ouais, vraiment. Et je trouve ça tellement... On va co-créer tous ensemble une journée. Ouais, c'est ça. Un séminaire ou quelque chose. Le forum pour les guerrières et guerriers. Je trouve ça tellement... Parce que là, on parle de toi, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun peut se nourrir de ça pour justement comprendre à quel point des choses qu'on a en nous, parce que tu parlais des peurs, mais là on parle de l'origine des peurs et c'est intéressant de voir la clarté que tu as sur ton parcours et c'est nourrissant parce que je pense qu'on peut tous avoir le courage
d'essayer de gagner en clarté sur son parcours pour mieux travailler la suite de son chemin, quoi. Donc voilà, je trouve, on pourrait creuser fort, mais je retiens un peu ça de tout ce que tu dis, et merci pour aussi tout ce que tu as livré. Une autre séquence, et c'est la dernière dans cette émission, une autre tradition, ça s'appelle Entre quatre yeux. C'est une séquence, tu vas aimer, qui se veut impertinente et pétillante, et c'est avec Johanna qu'on fait apparaître Abracadabra. Ah, la magie qui fonctionne bien, Johanna qui apparaît. Ça va, Johanna? Bah ça va super, comme d'hab. Allez, Entre quatre yeux, c'est à toi. Donc j'ai vendu de la pétillance et j'ai vendu de l'impertinence. Réaction à chaud aussi. Tu as bien fait, parce que j'ai une question à te poser, Stéphanie. Dis-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Ouais. Ils sont Est-ce que beaux, tu- tes yeux. Les tiens aussi, on a les mêmes, je crois. Est-ce que... Bref, ça commence à prendre une tournure marrante. Est-ce que tu portes un masque au boulot? Des fois, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu as certaines décisions à prendre, certaines personnes avec lesquelles tu discutes, j'ai un masque parce que je sais très bien que si je me montre ma vulnérabilité ou si je parle de certaines choses avec, encore une fois, certaines personnes, ça sera utilisé contre moi. Utilisé contre toi, carrément. Ouais. Enfin, Ok. c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je le vois moins en moins. Depuis que je suis à mon compte, je travaille avec les personnes que je choisis. Donc ça, c'est le grand avantage. Mais avant, et donc là, pour les gens qui nous écoutent, quand tu travailles en société, dans une équipe que tu ne choisis pas, bah, y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Il y a même des personnes qui sont malveillantes. Et contre ces personnes malveillantes, moi, la protection que j'ai, c'est de garder ce masque de temps en temps. Et c'est fait en conscience. Je sais que je mets un masque et je le fais, je l'assume, c'est OK. Donc ça peut être sain de porter un masque. Je pense, dans tous les cas, si tu veux éviter des coups de poing, des poignards dans le dos, ouais. Ok. Ouais. Après, Et encore une fois, c'est de mon expérience où j'ai travaillé dans des contextes particuliers. Ok. Et est-ce que parfois, en agissant au nom de l'amour de ton entreprise, dans ton entreprise, t'as dû passer pour la méchante en prenant certaines décisions, alors que à l'origine c'était une décision qui était motivée par l'amour au sens large? Ouais, alors ça peut arriver. J'ai pas d'exemple en tête, mais Même un licenciement ou quoi, tu vois, justement. C'est ce qu'on disait aussi Au un peu hasard. en première partie. non, mais Au hasard. Ouais, au hasard. Mon intention, même si elle est bonne, elle sera pas forcément perçue parce qu'on a tous un autre prisme. Mm. Et dans le cas du licenciement, bah, même si je l'ai fait avec amour, bien sûr qu'il m'a détesté, le gars en face. Mm. C'est logique. Et moi, j'aurais détesté si j'étais à sa place. Mm. T'as beau mettre toutes les rondeurs, sur le moment, t'es drivé par la colère ou l'injustice ou l'incompréhension. T'es drivé par une émotion qui va t'empêcher de voir l'intention de l'autre peut-être. Mm. Et donc, même si j'ai une bonne intention, bah oui, elle ne sera pas perçue de la même manière par tout le monde au même moment. Ok. Parce que c'est pas toujours utile de dire son intention quand tu parles à quelqu'un, parce que moi j'ai toujours l'habitude de vraiment essayer d'exprimer mes intentions au maximum. Comme ça, au moins, on est sûr que Il n'y a pas de loup. ouais, voilà, et ça se passe bien, et la personne est vachement plus compréhensive. Enfin, en tout cas, moi, je suis jamais tombée face à des gens qui, une fois que j'avais exprimé mon intention, continuaient à être vraiment en colère contre moi si je devais dire un truc difficile, par exemple. Bah, Peut-être oui. que j'ai eu de la chance, hein, après, jusque-là, je sais Mets-toi pas. 2 secondes dans la peau d'une DRH qui licencie un gars qui est là depuis 35 ans. Et tu te mets à la place de ce gars-là. Et tu peux imaginer, même moi, hein, si j'avais été à sa place, j'avoue, j'aurais été sous la colère. Et j'aurais peut-être même moi, avec mon caractère, soulevé la table, envoyé tout bouler, et j'aurais claqué la porte, tu vois. Ok. Donc c'est normal. Et c'est ça aussi peut-être l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire, respecte l'émotion de l'autre. L'émotion traverse la personne et il lui faut du temps juste pour temporiser. Toi, tu es là pour accueillir, pour être partagé, aider, si tu peux, la personne. Mais tu peux pas faire le job à sa place. Ok, j'imagine. J'avais aussi un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui m'a vachement intéressée, même quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur ta personne avant l'émission. C'est que j'ai vu que tu aidais des gens qui étaient perdus dans leur parcours professionnel à justement retrouver un peu un chemin, finalement, trouver leur vocation, c'est ça le terme. Ouais, voilà. Et moi, ma question, c'est comment tu fais sortir
parce que la réponse de la vocation de la personne, elle se trouve dans la personne, pas dans toi, quoi, j'imagine. Enfin, je pense. Le secret est à l'intérieur. Le secret est à l'intérieur. Exactement. Merci. Bravo. Allez, hop, mots-clés, on est chaud. Ça, c'est fait. Je coche des cases là avec cette question, c'est super. Et moi, ma question, c'est comment tu fais pour faire ressortir une vérité, enfin un truc qui n'est pas en toi de base. Est-ce que tu as une méthodologie de recherche à l'intérieur d'une personne tierce? Alors, méthodologie, il y en a plusieurs parce que ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui sont hyper cartésiennes, réfractaires. Et donc là, je vais utiliser des méthodes de déconnexion. C'est-à-dire je vais les emmener ailleurs. Donc, par exemple, sortir de la salle. Tu vois, si on est dans un bureau, en général, les coachings, ils se font chez moi. J'ai un bureau pour ça. Et si je vois que la personne, elle est trop connectée à son mental, je vais lui dire emmène tes baskets, on va marcher. Et alors, on va marcher. Et je vais lui parler, mais de complètement autre chose. De son week-end, de ses loisirs, qu'est-ce qui l'a fait vibrer dans la vie. Et là, je vais la mettre en lien avec moi déjà, en connexion. Et je vais comprendre ce qui la drive, comment elle fonctionne. Et ça, c'est grâce à mon métier de coach aussi, qui me permet de décoder plein de choses qui ne sont pas dites. Et en fonction de ça, je vais le mettre sur la voie pour qu'il me dise par lui-même ce qu'il aime faire. Et je te donne un exemple. Non, je vais le donner après celui-là. Je fais un peu de teasing. Oh, et en fait, donc, ce type de profil très cartésien, je l'ai fait bouger. Le mouvement, ça t'empêche de réfléchir. Et du coup, ça me permet, moi, d'avoir des infos que je n'aurais pas eu si j'étais en face d'une table, chaise en face de l'autre, etc., en mode classique. Donc ça, c'est une typologie. Après, d'autres méthodes, j'ai déjà boxé avec des personnes qui avaient besoin de taper parce qu'elles avaient une colère en elles. Je fais des coachings vivants. Donc soit on marche... Coaching vivant. Ça nous branche. J'ai pas fait exprès, ou dynamique, tu vois, pour que la personne soit dans un autre contexte. Et en fait, c'est ça peut-être la clé, c'est de les faire sortir de leur quotidien. Et même si des personnes me disent, parce que allez, 7 sur 10 me le disent, moi, j'ai pas de loisirs. Depuis que j'ai mes enfants, depuis que j'ai mon travail, j'ai plus de loisirs. Mais c'est faux. On a tous des loisirs, sauf qu'on les a oubliés. Et ça, c'est mon job à moi, de faire en sorte de poser les bonnes questions, de te mettre dans un environnement qui soit propice à ce que te poser des questions de ton enfance, par exemple. Tu faisais quoi quand tu avais 6 ans? T'aimais faire quoi? Et c'est comme ça que je vais décortiquer le truc. Ouais, tu renoues avec l'enfant intérieur aussi, pardon. Ouais, okay. Clairement. Et le dernier exemple que je peux te donner, celui dont je parlais tout à l'heure, j'avais une fois un coaching, une comptable, qui me disait moi je fais ce métier depuis 20 ans, j'en ai marre, ça m'éclate plus, je vibre pas, je m'emmerde dans mon métier. Ok. Et j'ai bien vu que moi, elle était tellement fermée, elle a mis tellement de masques que je savais pas comment j'allais la décrypter. Et là, j'ai sorti mon outil magique. Le sens de la vie. Alors, c'est un oracle qui, moi, m'aide beaucoup quand je n'arrive pas à décoder le non-dit, le non-verbal, ou en tout cas l'invisible. Et donc là, j'ai demandé à cette personne-là, cette comptable, de tirer une carte. Et elle a tiré la carte animaux. Sur le coup, elle me dit, je vois pas à quoi ça sert. Je l'ai posée, mais hyper froide. Oh, wow. Je l'ai posée, tu vois, j'ai fait... Et puis on a continué notre coaching comme si de rien n'était. Et puis je lui ai demandé, à un moment donné, tu as des animaux? Ouais, je viens d'adopter un chat. Ah, et puis le week-end dernier, je me suis inscrite à la SPA. Ok, raconte, tu l'as fait pourquoi? Ah, mais parce que moi, j'ai toujours eu, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu créer un endroit, un lieu pour recueillir les chats abandonnés. Parce que je trouve que c'est injuste, blablabla. Blablabla. Et je la fais court. Au final, à la fin du coaching, je lui ressors la carte. Et là, elle avait des frissons. Elle me dit, punaise, mais je m'en souvenais plus de ce rêve quand j'étais gamine. Et aujourd'hui, elle n'a pas créé son truc de lieu pour les chats, mais elle veut le créer à la retraite. Et en attendant, elle fait à la SPA, elle fait du bénévolat. C'est génial. Donc tout ça pour dire qu'il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a toujours une clé. Et ça, c'est la clé ultime. Si jamais il y a rien d'autre qui marche. Si jamais il y a rien d'autre qui marche avant, quoi. Mais tu qualifierais ça comment, ça, il y a quand même est-ce qu'il y a une part de hasard? Enfin, peut-être ça dépend aussi des croyances de chacune, mais il y a aussi peut-être une part un peu de hasard ou de destin, ou appelle-le comme tu veux, de tirer une carte spécifique. Là, en l'occurrence, c'est quand même
Bah, c'est gros comme une maison, quoi. Elle a tiré les animaux et elle va ouvrir son centre pour les chats, quoi. Enfin, il n'y a pas que 36 000 cartes animaux dans... Non, il n'y en a qu'une. Bah, Ouais, voilà, enfin, c'est dingue quand même. Alors, les plus spirituels diront que c'est normal, c'est un signe, c'est une synchronicité. Ouais. Les plus cartésiens diront que c'est un hasard. Et c'est OK, c'est un hasard. Si c'est Ouais. un hasard, du moment que ça aide la personne. Moi, je m'en fous comment on l'appelle. Ouais. Du moment que ça aide la personne et que ça lui donne des clés de compréhension de ce qu'elle veut faire. Il n'y a pas de sujet. En fait, c'est le résultat qui est important, c'est pas les moyens qu'on va utiliser. Parce qu'il y a plein de trucs que certains trouveraient bizarres que j'utilise, mais je le dis pas, je le montre pas. Mais ça marche. Et cette personne-là qui était justement très fermée avec plein de masques, elle s'est ouverte à quelque chose comme tirer une carte dans un oracle. Ouais, et ben aujourd'hui, elle a acheté ses oracles. Ok. Ouais, parce que je la vois encore, 5 Ouais. ans après. Et aujourd'hui, elle me dit ouais, j'ai acheté de temps en temps, je tire une carte. Ok. Et j'ai aussi une cliente, une dirigeante que j'avais coachée. Pareil, hyper cartésienne, dirigeante, quoi. Hein, les chiffres, la performance, le machin, je crois que ce que je vois. La première fois qu'elle est arrivée, je lui ai dit attends, avant de t'asseoir, tu vas te lever, on va faire un exercice de recentrage. On va se connecter au moment. Et puis là, en fait, elle s'est ouverte parce qu'elle n'avait jamais fait ça dans sa vie. Elle n'avait jamais appris à respirer par le ventre. Et je lui ai tiré alors un autre jeu parce que c'était pas celui-là. Et depuis, pareil, à chaque fois qu'elle fait une séance de coaching avec moi, elle me dit on commence par une carte. Alors que c'est une nana super carrée, cartésienne, tu vois, Ouais. qui croit pas à tous ces trucs-là. Et c'est OK. Mais tu vois, si elle le demande, c'est que ça l'aide quand même un petit peu. Ouais, C'est le pas de quand même côté un petit peu aussi. Ça ouvre le pas de côté. Ouais, et puis je pense non aussi que dans nos quotidiens, qui sont Ouais. très organisés, formatés, carrés, Hmm. ben, en fait, ça coûte rien de faire ce petit pas de côté. Après, il t'aide ou il t'aide pas, Oui. on s'en fiche. Mais c'est explorer d'une autre manière certains sujets que tu peux aborder au quotidien. Trop bien. Ça donne envie de tester. Ouais. C'est Mais tellement testez cool. si vous voulez après. Ah, trop bien. Et ça, tu le fais très régulièrement avec tes clients ou c'est anecdotique? Non, c'est quand je le sens. Ça, je fais beaucoup confiance à mon intuition. Ouais. Quand je le sens. Quand je sens aussi que je rame. Tu vois, quand j'ai ce petit truc à l'intérieur qui fait « mais comment je vais faire pour l'aider ?» Bah là, je vais l'utiliser. Et j'en ai d'autres sur d'autres sujets, mais j'ai jamais été déçue ou j'ai jamais eu de grande surprise. Souvent, à la fin de mes coachings, j'utilise un autre jeu et je dis « bon, bah ça, c'est la carte synthèse ». Et la personne en face, elle fait « putain, c'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ». Tu vois, il n'y a pas de... Enfin, ça peut pas tomber du ciel, c'est pas moi qui l'ai trié avant. Et... Il n'y a que la même carte dans le, dans le Ouais, jeu. en fait, ouais, Ça mais serait comme parfait, par hasard, ça. cette carte-là, elle résume hyper bien Ouais. le coaching qu'on a eu, tu vois. Ouais, je vois. Trop bien. Donc, T'as toujours été sensible justement à des synchronicités ou à des signes comme ça alors, depuis que je suis toute petite, j'aime bien, Ouais. je suis intéressée. Ok. Je me suis toujours intéressée à la symbolique des rêves, à la numérologie, les heures miroirs. Mais ça, c'est très spirituel. Ouais. Mais plus je vais sur ce chemin-là, plus je découvre d'autres choses et plus mon intuition s'aiguise et s'affine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'utilise parce que je sais que j'ai, je vais pas dire 100% parce que ce serait peut-être présomptueux, mais 99% de réussite, ça m'a jamais fait défaut en fait. Donc ouais, je l'ai toujours eu et je l'alimente. Je l'alimente. Après, je joue pas là-dessus. Je veux dire, j'ai pas de don, je suis pas voyante, je suis pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est peut-être de trouver d'autres alternatives qui peuvent te mettre sur la voie. Ok. C'est trop cool. Donc c'est pas, ouais, comme dit, c'est un truc qui tirer les cartes, ça peut s'entraîner. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un sentiment d'appel ou quoi pour se sentir légitime à tirer des cartes. En fait, tout le monde peut le faire. Alors non, alors bref, moi je suis pas experte du sujet, je pense pas que tout le monde puisse, enfin je sais pas. Moi je me suis mise parce que effectivement, en fait, ouais, si je me souviens bien, c'est quand j'ai fait ma première formation de conférencière, ma formatrice, elle m'a fait tirer une carte. Tout de suite quand je suis arrivée, je me suis dit, elle me fait quoi sur le C'était coup, quoi C'est quoi C'était celui que j'utilise très souvent, c'est Message des anges. Ok. Et elle me fait tirer une carte et c'était pile poil ce que je ressentais à ce moment-là, quoi. Et c'était en 2018. Et je me dis, waouh, mais comment c'est possible et elle me l'a fait les 2 jours de la formation, quoi. Et je rentre chez moi, je raconte ça à ma mère et je vois le jeu de cartes sur la table de ma mère. Et je fais, mais attends, comment ça se fait que tu as ce jeu de cartes C'est ma formatrice qui l'a utilisé. Et elle me dit, bah écoute, on me l'a fait, je l'ai acheté. Et là, je me suis dit, waouh, si ça, c'est pas de la synchronicité. Enfin, il en existe plein des jeux d'oracle. Hein. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mise, où j'ai regardé comment faire un peu sur YouTube, mais c'est plus par
par l'intuition de prendre les jeux de cartes. Et des fois, il y en a plein qui sortent. Des fois, il y en a une qui sort toute seule. Des fois, j'ai envie de faire un jeu. Et donc, je lis un peu les modes d'emploi. Et là, maintenant, depuis 5-6 ans que je le fais vraiment de manière automatique et en fonction de mon intuition. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et il y a plein de gens qui me disent « Ah mais non, il ne faut pas faire comme ça. » Je m'en fous. Moi, je fais comme ça et ça fonctionne comme ça pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Je pense que chacun a sa technique. Et il y a les oracles, mais ça ne convient pas à tout le monde. Il y en a, ça va être le pendule. Il y en a, ça va être les pierres. Il y en a, ça va être de parler à des anges, à des guides. Chacun sa technique, en fait. Il y en a, ça va être l'enfant intérieur. Il y en a, ça va être le silence. Chacun sa technique du moment que ça nous convient. Et c'est ça aussi, peut-être de faire un peu table rase sur tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, choisis ce que tu as envie de faire et ce qui t'appelle. Et pas parce qu'un tel a fait ça et ça a marché pour lui, ça marchera peut-être pas pour toi en fait. Trop bien. On est tout doucement au bout de ce moment. Merci Jojo pour tes questions qui viennent toujours changer nos angles et ça fait du bien. Tu es notre carte à nous, notre carte joker à nous. Arrête. Trop d'émotion là. C'est ça. J'ai une toute dernière question pour mais d'envoi presque, parce qu'on l'a dit, tu as été DRH de toutes les manières possibles. Là, on l'évoquait tout à l'heure, tu es conférencière aujourd'hui, tu es coach. Et j'aimerais, on a presque envie de dire, tu as fait le tour du sujet, tu as déjà presque vu beaucoup de choses avec des facettes différentes. C'est quoi ta définition du succès pour toi, de ton succès pour l'avenir? Qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu veux croquer? Excellente question. La définition de mon succès, je dirais de toujours vouloir plus, mieux, en phase avec moi-même. Donc toujours plus me connaître, mieux me connaître et viser toujours plus parce qu'il y a ce côté feu rouge en moi qui cherche le challenge toujours. Mais le succès, c'est vraiment de me sentir bien dans ma vie. De me dire je m'aime, j'aime la vie, j'aime ma vie. Et je suis fière, cette notion de fierté de qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est la réussite pour moi et le succès. Aujourd'hui. Trop bien. 15 ans, je t'aurais dit autre chose. Trop bien. Pardon, Ainsi soit-il. Trop bien, le mot de la fin du coup pour conclure, on a une petite tradition de faire un mini tour de table sur ce qu'on retient. On le rappelle aussi, donc il y a ton bouquin, on peut se le procurer. Tu parlais de ta maison d'édition, mais comment est-ce qu'on l'achète ton livre? Alors, Le secret est à l'intérieur, soit sur mon site internet stéphaniejulet.com, chez mon éditrice Bastien Édition, sur Amazon, dans toutes les librairies, il est sur commande. Ok, trop bien. Et du coup, voilà, on l'a compris aussi, tu es conférencière, tu es coach, donc on peut faire appel à toi. On te retrouve sur LinkedIn, on met les liens dans cette, en dessous, ou peut-être il y a une manière plus privilégiée pour te contacter. Alors, on mettra tous les liens. Par contre, ce que je peux proposer, c'est que si vous mettez le code abracadabra en objet, je fais un tirage pour la personne qui trop bien. Enfin, les personnes, parce que vous serez plusieurs, c'est sûr. Ça joue pour nous aussi sur le plateau. Je vais l'envoyer à la sortie. Dès que l'épisode sort, j'envoie abracadabra. Et je saurai que ça vient de l'émission et je ferai un tirage offert à la personne dans l'objectif de trouver sa voie professionnelle. On est d'accord? Génial. Trop bien. Alors nous, on ressort de chaque émission avec un défi presque à chaque fois, quoi. Donc voilà, je crois qu'on vient de le trouver. On fait la séance ensemble. Oui. Le tirage ensemble. On a encore un match de boxe à faire ensemble. Sur notre... Ah oui, avec Sandra. Avec Sandra. Que je remercie d'ailleurs. C'est grâce à elle que je suis là. Donc ouf. Bon très bien. Mini tour de table. Ce qu'on retient, avec quoi on part de cette émission. Qu'est-ce qui est là où on a été nourri, ce qu'on a trouvé comme pépite. Cédric, tu veux commencer? Oui, je peux. Beaucoup d'amour. Voilà ce avec quoi je repars. D'inspiration sur ton chemin. Merci pour les partages authentiques. Vraiment, c'est une émission qui a bien vibré et je repars avec aussi cette envie d'aller plus loin sur toutes ces résonances que j'ai entendues sur ton profil, ton parcours et le mien. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai pu voir qui m'amènent à penser que d'autres portes peuvent s'ouvrir pour d'autres en fait de nos parcours respectifs. Voilà, avec quoi je repars et beaucoup de gratitude. Merci. Ouais, trop bien. Jojo, Johanna? Moi je repars inspirée parce que ça me fait plaisir de voir quelqu'un, de voir une femme qui cultive son feu intérieur, tu vois, alors, et qui est pas à se dire oui bon le feu c'est pour la fougue de la jeunesse ou je sais pas quoi. Non, le feu il est là et il peut rester parce que c'est juste qui on est
et de l'assumer et de le cultiver sans le faire soit devenir un incendie, soit l'éteindre. Ouais. Donc je trouve ça hyper inspirant et je ressens un peu aussi un feu comme ça. Et voilà. Je suis un peu à la période où j'essaie de le canaliser et du coup ça fait du bien d'entendre justement un parcours de vie inspirant où on a réussi à apprivoiser un peu ce petit feu. Merci. Merci. Trop bien. Et je te laisserai le mot de la fin. Moi, je dirais gratitude parce que moi, j'adore rencontrer des personnes qui fonctionnent différemment que moi. Et je pense qu'on fonctionne différemment à certains égards et c'est très bien. Et de me nourrir de la manière dont elle fonctionne et du coup être inspiré justement à tous les endroits où ça vient effectivement générer des complémentarités, générer des nouveaux horizons sur les façons de voir les choses. Bref, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Toi, tu as vécu un truc spécifique dans cette émission? C'était une super expérience. Ouais. J'ai adoré. Il y a une belle énergie, belle synergie. J'étais venue avec le mot partage ce matin. Ouais. Et clairement, c'est au rendez-vous. Donc, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles énergies. Et la clé que je retiens, parce que c'était ça ta question de départ, c'était la notion de courage. Donc, merci Cédric sur la rage. J'avais toujours tendance à la voir négativement, la rage. Mais le fait de la relier au cœur, qui te donne finalement le courage de... ça m'éclaire davantage sur cette émotion-là et je repars avec du positif sur la rage. Donc merci. Et Avec merci plaisir. à vous trois, c'était super sympa. Trop J'ai bien. adoré. Merci d'avoir suivi cette émission Abracadabra. Si vous avez trouvé ça inspirant, partagez cette émission. C'est un outil pour aider à avancer. Donc n'hésitez pas à partager cette émission. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain avec Cédric, avec Johanna et en compagnie d'un nouvel invité. Et puis à nouveau des tours de magie de nos dirigeants qu'on décrypte dans cette émission Abracadabra. Donc likez nos réseaux et suivez ça de près. Merci d'avance pour votre soutien parce qu'effectivement, vous le savez, ça permet de faire tourner aussi cette machine. Allez, à très vite, on vous fait plein de bisous et à bientôt.